Salut, dans cette vidéo, on va voir ensemble 5 choses qui t'empêchent de méditer. Et ça, c'est quand même vraiment dommage parce que finalement, la méditation aujourd'hui, tout le monde en parle, on l'encense, la science même appuie les bienfaits de la méditation. Et donc, ce serait quand même vraiment dommage que tu sois comme l'homme ordinaire ou la femme ordinaire, c'est-à-dire que tu ne médites pas. Alors avant d'aller plus loin, juste un petit rappel, est-ce que tu es déjà abonné à cette vidéo? Si ce n'est pas le cas, je t'invite à t'abonner, ça t'évitera de ne rater aucune vidéo. Pour le moment, on est à 2 vidéos par semaine, une le samedi, une le mercredi et ça continuera comme ça pour l'instant, en attendant peut-être de passer à 3 ou 4 vidéos par semaine parce que j'ai effectivement de plus en plus de choses à partager avec toi. Voilà, alors peut-être revenir juste un instant sur les bienfaits de la méditation parce que finalement tout le monde en parle. On parle de méditation pleine conscience, méditation pleine présence, on parle de yoga, on parle d'énormément de choses et on parle surtout des bienfaits de la méditation. Les scientifiques aujourd'hui viennent appuyer finalement les bienfaits de la méditation. Il y a de nombreuses études qui démontrent les bienfaits de la méditation. Alors quels sont les bienfaits de la méditation qui ont été reconnus par la science? Eh bien on a une amélioration de la santé parce que ça lutte en fait contre les problèmes de tension artérielle. Donc la méditation et la tension artérielle sont extrêmement liées. La méditation est donc excellente à long terme pour la santé. Une amélioration aussi de ta créativité. Alors je ne sais pas ce que ça va donner parce que je sais que ta créativité elle est déjà bien haut. Eh bien si tu médites, tu vas encore améliorer cette capacité à avoir finalement une pensée divergente, à apporter plusieurs solutions possibles pour un seul et unique problème. Et ça, c'est loin d'être négligeable. Le sommeil, la méditation, c'est prouvé, agit sur la qualité du sommeil. C'est-à-dire qu'avec un sommeil qui n'est pas, par exemple, si tu prends une durée de sommeil de 5 à 6 heures sur la nuit, eh bien, si tu es un pratiquant méditant régulier, tu verras que ce sommeil, en fait, va être largement suffisant pour éliminer toute la fatigue, pour régénérer finalement l'énergie dont ton corps a besoin. Donc la méditation et le sommeil. On a aussi bien sûr tout ce qui est lié au stress. Le stress qu'on emmagasine au quotidien dans la vie d'aujourd'hui, qui est une vie où finalement on ne sait pas s'arrêter et où on se projette toujours dans le futur. Eh bien ce stress, il est absorbé par la méditation parce que la méditation te permet de vivre dans l'instant présent, dans ce moment où finalement il n'y a pas de stress. Alors il y a autre chose encore au niveau des bienfaits de la méditation qui ont été prouvés par la science. On a une amélioration des capacités de concentration et de mémoire. Alors ça, toi avec ton TDAH et ta pensée divergente et le fait que tu as hyper du mal à te concentrer, eh bien ça devrait t'intéresser. La méditation augmente les capacités de mémorisation. La méditation augmente tes capacités attentionnelles et ça c'est énorme. Les deux dernières choses qu'on peut encore citer sur ce que la méditation améliore et que la science a déjà prouvé, eh bien, les relations avec les autres sont beaucoup plus harmonieuses quand tu es méditant. Et également, ta libido, alors ça va en intéresser certains, certaines, ta libido est libérée quand tu médites. C'est-à-dire que les problèmes dans les couples, des gens qui ne font plus l'amour, eh bien souvent c'est lié au stress. C'est lié au stress et d'une certaine manière, la méditation agissant sur le stress et diminuant les facteurs de stress, en fait, d'une manière intermédiaire, en fait, elle augmente la libido, c'est-à-dire que la méditation et la libido ont un lien indirect qui passe par le stress, mais en tout cas, ça améliore grandement la libido et je sais que ça en intéressera certains, certaines d'entre vous. Donc on y est maintenant, on va voir ensemble les 5 choses qui font que tu n'arrives pas à méditer, 5 choses qui t'empêchent en fait de méditer. Alors il y en a une 6e et celle-là on va la trucider sur le champ parce qu'on en a déjà parlé, c'est tu ne médites pas parce que tu n'as pas le temps de méditer. Eh bien ça c'est la plus grosse erreur que tu peux faire parce qu'on le sait toi et moi et si tu veux être honnête avec toi tu le sais, si tu n'as pas le temps c'est simplement parce que tu as choisi de mettre à la place de la méditation une autre priorité. C'est pas que tu n'as pas le temps tout le monde l'a, tu n'as pas créé le temps pour la méditation, tu n'as pas priorisé la méditation dans ton emploi du temps, peut-être, on peut le dire comme ça, mais si tu es honnête avec toi-même, tu dois arrêter d'utiliser cette expression « je n'ai pas le temps de ». Parce qu'en fait, tu as le temps, c'est une question de priorité, je le répète, c'est très 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 important. Donc hormis le fait que tu n'as pas le temps, il y a 5 raisons qui font que finalement, c'est difficile pour toi de méditer et on va voir tout de suite la première raison. Ces 5 raisons, on pourrait les appeler les 5 dérangements. C'est des choses qui te dérangent pour méditer. La première, c'est le fait que tu
es composé, comment on pourrait dire ça? Tu es programmé finalement pour rechercher le désir à travers tes cinq sens. Que ce soit la vue, l'odorat, le goût, le toucher ou l'ouïe, en fait, tu cherches le bonheur à travers tes sens. Et bien ça, c'est une entrave à la méditation parce que la méditation, c'est justement arrêter de chercher quelque chose, arrêter d'attendre, arrêter d'être dans l'attente qu'il se passe quelque chose par rapport à tes sens. Et le fait d'arrêter d'attendre, eh ben, en fait, te permet plus facilement de rentrer dans cet état méditatif. Tant que tu es dans l'attente, tant que tu vas méditer pour être bien, tant que tu vas méditer pour te calmer, tant que tu vas méditer pour pouvoir un jour l'éviter, tant que tu vas méditer pour obtenir quelque chose, eh bien, en fait, tu ne vas pas pouvoir vraiment méditer parce que une des choses qui va t'empêcher de méditer, ça va être justement d'attendre quelque chose de la méditation. La méditation, c'est simplement l'idée de revenir chez soi. C'est quelque chose qui est fondamentalement très simple. C'est l'idée de revenir à l'intérieur de toi et de ne pas être dans l'attente. Alors, il y a une différence entre méditer et ne rien faire. Il y a plein de gens qui pensent que méditer, c'est ne rien faire. Eh bien, méditer, c'est pas du tout ne rien faire. Méditer, c'est rester tranquille dans le cerveau et rester tranquille au niveau du cœur aussi. C'est-à-dire qu'au niveau des émotions et au niveau de ton mental, il va y avoir comme un espèce de calme. En fait, ce qu'on recherche, c'est ce calme. C'est pas ne rien faire, c'est simplement rester tranquille. Le deuxième élément qui t'empêchera de méditer, ça va être tes pensées négatives. Alors tes pensées négatives, ça va être toutes tes pensées de rejet, c'est-à-dire c'est trop dur de méditer, ou je n'obtiens pas le résultat que je souhaiterais, ou il me faut trop longtemps, ou je ne suis pas capable de tenir plus de 2 minutes concentré sur ma respiration. Toutes ces pensées de rejet, en fait, tout ce qui va aller à l'inverse de tu sais ce concept d'unicité, que tout est lié, qu'il n'y a pas de hasard, qu'on est tous unis et que tes actes finalement ont des conséquences sur toi et sur les autres. Parce que si elles en ont sur les autres, elles en ont indirectement sur toi. Donc finalement, c'est cette idée-là que tout est lié, qu'on ne fait qu'un, que tous les êtres vivants finalement sont dans un seul et même sac et qui ne font qu'un. Eh bien, toutes les pensées qui vont aller à l'encontre de ça, donc tout ce qui va être dans le jugement, la dualité, l'idée de séparer, de mettre dans des cases, tout ça, en fait, va être aussi quelque chose de très fort qui va t'empêcher de méditer, ou en tout cas d'atteindre un état méditatif satisfaisant si tu médites. Donc ça, c'est très important finalement de faire la chasse, de faire la traque aux pensées négatives et simplement d'être dans l'acceptation du fait que voilà, une pensée négative, elle arrive et le problème c'est qu'on s'accroche à elle. Si on la laisse cette pensée et qu'elle ne fait que passer, et finalement, il y aura derrière une autre pensée. Et donc, peut-être que cette pensée, elle sera moins négative. Peut-être que, en tout cas, quoi qu'il arrive, une pensée, si tu ne l'attrapes pas pour la développer comme une idée, pour en faire un projet, eh bien, en soi, elle n'existe pas. Elle ne fait que passer, que traverser. C'est quelque chose qui n'est pas immuable. C'est quelque chose qui est passager, justement. Donc, ça ne perdure pas dans le temps, une pensée. Sauf si toi, tu l'attrapes, que tu t'identifies à elle, alors elle commence à exister. Mais si simplement tu la gardes sous une forme de pensée et que tu peux être observateur de cette pensée, eh bien, tu vas pouvoir commencer à justement, à partir du moment où tu observes quelque chose, eh bien, tu ne peux plus t'identifier parce que tu ne peux pas observer ce que tu es. Tu vois l'idée? Tu ne peux pas observer ce que tu es. Donc, si tu peux te mettre en observateur, ça veut dire que tu peux observer quelque chose d'autre que tu n'es pas et donc tu ne t'identifies plus à cette pensée. Et ça, c'est très, très important. La troisième chose qui t'empêche de méditer, c'est cette idée que tu penses que la méditation, c'est de la relaxation. Alors non, la méditation, ce n'est pas de la relaxation. Il y a plein de gens qui s'endorment en méditant et c'est très bien, ils sont fatigués, ils font une petite séance, etc. Ils s'endorment et ils sont très contents de ça. Mais c'est très bien, tant mieux, ils ont fait une séance de relaxation, mais ils n'ont pas fait de méditation. La méditation, ce n'est pas s'endormir. La méditation, c'est garder un état de conscience accru. C'est augmenter son niveau de conscience, être pleinement conscient de ce qu'il y a autour de toi, être observateur de tous les petits détails. La méditation, c'est plus ça. C'est être observateur du moment présent. Qu'est-ce qui se passe autour de toi là tout de suite maintenant? Qu'est-ce que tu ressens? C'est ça la méditation. C'est pas finalement je me détends au point que je m'endors et que finalement je perds la maîtrise de mon mental parce que je m'endors. Et que voilà, quand je m'endors, je suis dans le rêve en fait, hein. Et donc je ne maîtrise plus mon mental. La méditation, c'est maîtriser ton mental, être toi le chef de ton cerveau. C'est ça la méditation.
Alors les hyperactifs là, la méditation, elle n'aime pas l'hyperactivité, elle n'aime pas l'excitation, elle n'aime pas l'agitation. La méditation, c'est l'inverse finalement de toute cette excitation, agitation, hyperactivité, que ce soit physique ou cérébrale. Finalement, la méditation, c'est plus le calme, c'est la recherche du calme intérieur. C'est cette image d'un lac qui est comme un miroir, qui est absolument calme, et puis quand tu jettes un caillou ou bien quand le vent se lève, quand il y a un élément extérieur finalement qui interfère avec ce lac, eh bien la surface se brouille et tu ne peux plus utiliser ce lac comme un miroir. Eh bien c'est la même chose. La méditation, c'est essayer de garder à l'intérieur de toi cette espèce de sérénité finalement, ce calme qu'il y a entre ce qu'il y a dans ton cœur et ce qu'il y a dans ton mental. C'est vraiment essayer de limiter tout ce qui va être excitation sensorielle et d'être simplement, de rester toujours effectivement dans cette observation. Donc l'excitation, c'est l'ennemi de la méditation. L'excitation est quelque chose qui dérange la méditation. Que ce soit une excitation qui soit mentale, parce que tu vas commencer à penser et partir, et en fait c'est revenir. La méditation, c'est revenir, donc c'est se couper de ton mental dès qu'il veut partir et revenir à toi, quelque chose de très simple. On en avait déjà parlé, mais la respiration est un bon moyen au début. Mais en tout cas, focaliser ton attention sur quelque chose d'autre que tu décides et pas là où ton mental décide de t'emmener. Et alors cinquièmement, et à mon avis c'est peut-être le plus important, quelque chose qui dérange profondément la méditation, c'est le doute. Le doute doit être remplacé par la foi, par la croyance que finalement ça marche. Le doute, c'est la croyance que ça ne va peut-être pas fonctionner, c'est l'idée que peut-être je ne suis pas fait pour méditer, c'est l'idée que ben oui, avec mon TDAH, pour moi ça va être plus compliqué que pour les autres. Ça va être cette idée que je ne peux pas méditer dans mon environnement parce que ma maison n'est pas rangée, parce qu'il y a du bruit à cause de mes voisins, parce que en fait tout ça c'est le doute, c'est l'idée que la situation, les détails de ton environnement vont t'empêcher de méditer, ou même que la méditation ne va pas fonctionner pour toi, ou que tu n'es pas capable de rester calme, etc. Mais ce doute doit être remplacé par la foi, et ça, à mon avis, c'est le principe de l'effet placebo, tu vois, où à un moment, les gens qui croient que les médicaments les soignent, quand on leur donne un faux médicament et que c'est un médecin en blouse blanche qui leur donne le médicament en disant voilà, ça va te soigner, eh bien, pour une grande partie d'entre eux, ça fonctionne. C'est ce qu'on appelle l'effet placebo. C'est en fait, l'effet placebo, pour moi, c'est un très mauvais terme. J'aurais bien remplacé ça par finalement le pouvoir créateur de la pensée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu crois que quelque chose est vrai et possible, eh bien il y a beaucoup plus de chances que ça se matérialise dans ta réalité. Et bien voilà, la méditation, elle aime la foi, elle aime que tu crois que tu arrives à méditer, elle aime que tu penses que tu vas y arriver, elle aime que tu aies envie de recommencer, elle veut que tu ne lâches pas en fait. La méditation déteste le doute, et ça, le doute, ça dérange profondément la méditation. Donc si tu es un méditant, si tu essayes de méditer, arrête de douter et médite. En fait, il n'y a que par la pratique que petit à petit, ces 5 dérangements, eh bien, tu vas pouvoir les minimiser. En fait, que même pas, ils vont se dissiper d'eux-mêmes, parce que ces dérangements, finalement, c'est comme s'ils n'existaient pas quand tu peux être vraiment à l'intérieur de toi, dans cet état méditatif qui t'appartient. Eh bien, tu peux les éliminer, ou en tout cas, ils s'éliminent d'eux-mêmes, parce que tu ne t'identifies plus à eux. Alors tu vas me dire tout ça c'est super compliqué, en plus tu ne dis même pas comment il peut faire, donc en fait tu m'expliques qu'il y a plein de choses qui sont contre le fait que je vais pouvoir méditer facilement, sans m'expliquer ce que je peux faire pour finalement dépasser ça. Eh bien non, on va aller maintenant un peu plus loin, c'est-à-dire que quand tu prends conscience que tu es en train de méditer, que tu prends conscience que tu es dans cette situation, dans une de ces 5 situations, eh bien la première chose à faire, c'est d'identifier et de reconnaître le fait que effectivement tu es en train de vivre un dérangement de la méditation. Et ça c'est super important, c'est cette prise de conscience sans laquelle rien n'est possible. Tu sais, quand tu veux changer quelque chose dans ta vie, la première chose, c'est aussi de prendre conscience que finalement, il y a quelque chose à changer. Tu ne peux pas changer quelque chose dont tu n'as pas conscience. Bien, pour la méditation, c'est exactement pareil. Tu ne peux pas dissiper un dérangement si tu n'as pas conscience, si tu n'as pas
identifier lequel des 5 dérangements te dérange en ce moment. Donc la première chose à faire, c'est 1, j'identifie, je sens qu'il se passe quelque chose, j'identifie ce dérangement. Le deuxième point, ça va être, une fois qu'il est identifié ce dérangement, c'est l'accueil et l'acceptation. C'est cette position que finalement, quand tu luttes, tu renforces. Si tu luttes, tu renforces. Donc tu luttes contre ce dérangement, tu vas le renforcer. Si tu acceptes ce dérangement et si tu l'acceptes finalement sans jugement, sans porter un jugement en disant « merde, ça fait chier, à chaque fois que je médite, il m'arrive ça et c'est comme ça que ça se passe, etc. » Là, tu portes un jugement qui est très négatif, eh bien, tu vas renforcer inévitablement ce dérangement de la méditation. L'idée, c'est vraiment, je l'ai identifié. J'ai pris conscience que j'étais en train de chercher une position confortable avec mon toucher parce que je suis assis d'une certaine manière, etc. Donc, je suis dans ce dérangement de recherche de bonheur à travers mes sens. Eh bien, je l'ai identifié, j'ai même identifié le sens. Maintenant, je vais accepter que oui, c'est vrai. C'est pas non, c'est peut-être pas ça ou je ne pense pas que c'est ça, il doit y avoir autre chose, etc. Non, c'est je suis conscient de vivre ce dérangement. Je l'accepte et je ne porte pas de jugement là-dessus. Simplement, je me mets en observateur de moi-même. J'observe que je suis en train de vivre ce dérangement. Quitte à l'observer et pour pouvoir s'en débarrasser de manière plus facile, plus fluide, eh bien ce dérangement, la troisième étape, ça va être de le décrire précisément. C'est bien de dire j'ai mal au dos par exemple, je suis en train de méditer, je suis mal assis, j'ai mal au dos. Mais qu'est-ce que ça veut dire j'ai mal au dos? Est-ce qu'on ne peut pas être plus précis dans les mots qu'on utilise? Où est-ce que j'ai mal dans le dos? Qu'est-ce que je ressens comme mal de dos? Est-ce que ça picote? Est-ce que ça brûle? Est-ce que ça lance? Est-ce que c'est en bas à droite? Est-ce que c'est étendu? Est-ce que cette zone est concentrée? Est-ce que cette zone reste stable ou est-ce que ça change? Tout ça, en fait, ça va être très important aussi pour pouvoir se débarrasser de ce dérangement finalement. Ça va être, une fois qu'il est accepté, de pouvoir le décrire, de le définir tel qu'il est vraiment, tel que toi, tu le vis vraiment et de mettre des mots dessus précis qui vont faire en fait que plutôt que de le maximiser, parce que les choses floues en fait deviennent parfois des choses énormes. Et quand tu précises les choses, quand tu mets des mots précis et que tu arrives à décrire exactement, eh bien tu minimises finalement ce dérangement et tu vas pouvoir t'en débarrasser plus facilement. La quatrième attitude à observer finalement pour se débarrasser de ces dérangements qui empêchent de méditer, c'est vraiment de ne pas s'identifier à eux. Alors nous ne sommes pas nos comportements, nous ne sommes pas les dérangements de la méditation, nous ne sommes pas nos qualités, nous ne sommes pas nos défauts, nous ne sommes pas notre rôle de parent, nous ne sommes pas notre métier. Arrêtons de nous identifier sans cesse à ce que nous vivons, à ce que nous ressentons. Nous sommes tout ça en même temps. Et donc nous ne sommes pas quelque chose de précis, nous sommes tout ça en même temps. Nous sommes à la fois gentils et méchants. Tout dépend toujours du point de vue, tout dépend toujours de envers qui. Nous sommes tendus et détendus en même temps. Tu vois, cette idée de dualité dont je t'ai parlé tout à l'heure, c'est cette idée qui met dans des cases. Il y a les opposés. Il y a d'un côté le noir et de l'autre côté le blanc. Eh bien, nous sommes à la fois noirs et blancs. Et finalement, nous sommes gris, c'est-à-dire que nous avons envie de nous voir blancs, mais nous sommes gris. La réalité, c'est que nous sommes gris. Tu vois ce que je veux dire? Nous avons toujours envie de nous voir plutôt bons et pas méchants. Mais la méchanceté n'existe pas sans la bonté. Et à l'inverse, il n'y a personne qui est bon s'il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de point de comparaison. Nous sommes tous ça à la fois. Si tu es capable de ne pas t'identifier à ce dérangement qui va être, par exemple, quand je disais la recherche du désir par les sens, qu'on prend le premier que je t'ai expliqué, eh bien, si tu es capable de ne pas t'identifier à je suis en train de rechercher ça, de ne pas dire je suis ça. Donc je suis ça, ça veut dire je suis ça tout le temps. Je suis comme ça. Moi égale ça. Eh bien, si tu es capable de différencier ça et de simplement observer que c'est passager, tu vois, c'est passager. Là, je l'ai fait et puis après, je ne vais plus le faire et puis peut-être que je vais le faire. C'est quelque chose qui est passager. Je ne suis pas comme ça tout le temps. Je suis comme ça et je suis aussi tout à fait l'inverse de ce que je décris à d'autres moments. Les deux sont vrais et je peux toujours choisir laquelle des deux réalités finalement m'intéresse le plus, me valorise le plus ma vie, fait en sorte que finalement, est-ce que ça me porte ou est-ce que c'est quelque chose qui est limitant pour moi? Eh bien,
avoir ce sentiment négatif de dire je ne peux pas méditer, c'est quelque chose qui est limitant pour toi. Et c'est vrai que tu ne peux pas méditer là maintenant, et puis c'est vrai aussi que tu peux limiter. Les deux sont vrais en fait. Tu ne peux pas dire qu'il y en a un qui est vrai et l'autre absolument faux. Tu peux ouvrir un peu ton esprit et te dire que les deux sont vrais et qu'à l'intérieur de ces deux choses qui sont vraies finalement, mais toi tu peux diriger ton attention vers celle qui t'intéresse le plus, et c'est ça pour moi la force de l'intention. Toute la force de la pensée créatrice, elle se trouve là-dedans, c'est dans le choix conscient que tu as de faire ce qui te fait du bien. Et la méditation, ça te fait du bien. La méditation, ça te fait du bien. Et tu peux choisir que tu es capable de méditer. Alors bien sûr, il y a la pratique, hein, c'est toujours le côté… on est dans un monde où on veut consommer. Alors on veut consommer la musique, c'est-à-dire qu'on veut consommer la musique, on veut faire de la musique. On ne veut pas étudier l'art de la musique, on veut faire de la musique. On veut méditer, c'est-à-dire que voilà, on veut devenir méditant pour être calme, posé et vivre dans la paix intérieure. On ne veut pas étudier la méditation pour voir finalement et vivre, et plus juste d'ailleurs, pour vivre ce que ça procure de méditer. On veut méditer pour atteindre un niveau de bien-être, etc. Donc on est dans un monde de la consommation. Mais évidemment, ça ne fonctionne pas comme ça, quoi. Que tu veuilles faire de la musique, de la peinture, devenir sculpteur ou quelle que soit la forme d'art, si tu veux faire des arts martiaux, si tu veux faire du tai chi, du karaté, si tu veux faire du jardinage et t'occuper des bonsaïs, si tu veux faire quelque chose qui est de l'ordre de l'artistique, finalement, il y a tout un apprentissage, il y a toute une courbe de progression qui est en fait l'étude d'un art, et en fait tu n'arrives au sommet de cet art qu'avec des années, des heures et des milliers d'heures de pratique, et c'est comme ça pour tout. Donc simplement ce qui est important là-dedans, c'est de choisir finalement l'art qui te passionne et là où tu vas trouver de l'intérêt pour y passer des heures, parce que tu ne deviendras pas le meilleur pratiquant de tai chi ou le meilleur méditant du monde en une séance ou en 4 séances de 2 heures de méditation en groupe. Si quelqu'un te vend ça, eh bien tu t'es largement fait arnaquer. Permets-moi de te le dire, c'est un chemin qui n'a pas d'aboutissement. C'est un chemin pour tout le monde et voilà, c'est un chemin. Et le résultat est beaucoup moins important que le chemin. Essaye de ne jamais oublier ça. Le résultat est moins important que le chemin pour y arriver. C'est une erreur que j'ai fait pendant très longtemps. C'est une erreur que je fais encore parce que le naturel revient au galop. L'impulsivité, l'impatience veut que tu veux obtenir des résultats tout de suite. Eh bien non, ça met toujours du temps. Et tu n'es pas obligé de mettre ta vie entre parenthèses pendant ce temps où tu essayes d'atteindre les résultats que tu t'es fixés. Mais au contraire, tu peux profiter finalement de ce moment où tu avances pour vivre dans le moment présent, tout en gardant ton objectif en tête. Ça, c'est important. Cette idée que c'est soit une vie qui est bourrée d'objectifs, où on avance dans les objectifs, soit une vie qui vit le moment présent. Mais en fait, non. Les deux sont indispensables pour avoir l'équilibre. Il faut pouvoir avoir des objectifs parce que j'en suis convaincu, la vie, l'homme se nourrit de nouvelles choses et de nouveaux apprentissages et d'objectifs et de reconnaissance et tout ce que tu veux. Donc ça, c'est important d'un côté, tu vois, d'en avoir, mais de l'autre, il ne faut pas que tu mettes entre parenthèses ta vie sous prétexte que tu as des objectifs à atteindre. À mon avis, c'est une erreur de se dire pendant 3 ans, je fais à fond parce que après j'aurai ça et quand j'aurai ça. Ça, c'est ne pas vivre dans le moment présent, ça c'est vivre dans le futur, et quand tu auras ton futur qui va être là, qui va devenir ton moment présent, et bien finalement, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre 15 jours de congé où tu vas savourer un peu ta réussite, et puis tu vas te replonger dans un nouvel objectif où tu vas mettre ta vie entre parenthèses pour atteindre cet objectif. Donc ça, c'est une erreur qui est assez commune à tous les gens qui sont un peu impulsifs et impatients. Et c'est vraiment une erreur à éviter. Et en fait, l'équilibre, il se trouve dans « je prends du plaisir dans le chemin ». Alors oui, je sais où je vais, oui, j'ai un cap, oui, j'ai un objectif. Par contre, le chemin qui me mène à mon objectif doit être en fait un chemin qui est passionnant. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui soit rébarbatif et que tu mettes entre parenthèses comme ça. Ce côté souffrance pour atteindre quelque chose, moi, j'y crois pas. Je ne pense pas que ce soit ça la vie. Je pense que la vie, c'est justement de trouver l'équilibre entre je profite, je vis maintenant et en même temps j'avance, j'apprends, je grandis. Voilà ce que j'avais à te dire pour aujourd'hui avec ces 5 choses. Et donc
En conclusion de cette vidéo, je n'ai envie de te dire qu'une seule chose, tu n'as aucune excuse pour te mettre à méditer. Et si tu regardes le lien de l'article ou le lien sous la vidéo, tu vas voir, je t'ai mis une petite vidéo d'un pratiquant de Tai Chi, et tu vas voir en fait, pour les gens qui pensent que rester sans rien faire c'est méditer, eh bien tu vas voir qu'il y a moyen, quand on est plutôt porté sur l'action, quand on est actif, voire hyper actif, de trouver une forme de méditation qui te convient. C'est une méditation en mouvement, ça s'appelle le Tai Chi, et quand tu vas regarder cette vidéo, eh bien dis-moi si tu penses que tu vois à l'intérieur de ça que cette personne est connectée avec son moi intérieur. Et est-ce que c'est pas ça aussi la méditation? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Voilà, je te remercie d'avoir consciemment suivi cette vidéo. À très bientôt.